Bonjour à toutes et à tous, je suis Wanja Cyprien Noël, professeur lycée d'enseignement général. L'objectif de cette vidéo est de vous faire réviser vos leçons de physique pour une meilleure préparation à l'examen baccalauréat série CDEE. Apprendre, comprendre, réussir, c'est mon slogan. Pour ceux qui veulent avoir des informations supplémentaires concernant les cours, des travaux dirigés, des épreuves d'autres lycées, une seule adresse, physique en ligne. C'est mon compte Facebook pour l'occasion. Actuellement, nous passons au thème 3 concernant les phénomènes ondulatoires et corpusculaires. Le chapitre 1 de ce thème, c'est les ondes mécaniques, le chapitre 2, la lumière, le chapitre 3, la radioactivité. Chapitre 1, les ondes mécaniques. Une onde mécanique est la propagation de proche en proche d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. Les particules qui composent le milieu vont subir des déplacements de diverses sortes selon la nature de l'onde. Et qu'est-ce qu'une perturbation? La perturbation est une modification locale et temporaire des propriétés d'un milieu en un type d'onde mécanique. On a ondes transversales. Les ondes transversales sont obtenues en agitant de haut en bas l'extrémité d'une corde tendue. Si nous donnons à l'extrémité gauche, par exemple, une petite secousse ou agitation ascendante, l'agitation va se propager à travers toute la longueur de la corde. La direction de la perturbation étant perpendiculaire ou transverse à la direction de propagation de l'onde le long de la corde, cette onde est appelée onde transversale. Un autre exemple d'onde transversale sont des ondes à la surface de l'eau qui sont obtenues en jetant par exemple ou en mettant un vibreur, en agitant un vibreur à la surface d'un liquide, un repos, en jetant un petit galet sur un liquide au repos. En B, onde longitudinale. Observons la figure suivante. Qu'est-ce que nous allons dire par rapport à cette figure? Sur la figure ci-dessus, le milieu est un liquide ou un gaz contenu dans un tube ayant un piston mobile à son extrémité gauche. Si nous donnons au piston un simple mouvement de va-et-vient, les fluctuations de pression se déplacent à travers le milieu. En ce moment, le mouvement des particules dans le milieu est un mouvement de va-et-vient le long de la même direction que le déplacement de l'onde. Cette onde est appelée onde longitudinale pour la simple raison que la déformation est dans le même sens que la propagation de l'onde. Un autre exemple d'onde longitudinale, nous avons dans les ondes sonores ou des ondes se propageant à travers des ressorts. Très bien. Quelques remarques importantes. Les ondes mécaniques se propagent dans les milieux élastiques, c'est-à-dire des milieux qui reprennent leur configuration initiale après avoir subi une déformation. En deux, parlons tout de suite d'ondes périodiques. Une onde progressive est périodique si la perturbation qu'elle propage se reproduit identique à elle-même et de façon régulière dans le temps. Onde périodique transversale. Supposons que le déplacement de la corde en haut et en bas est un simple mouvement harmonique d'amplitude A, de fréquence F, de vitesse singulière, ω égale à 2πf et de période T, comme vous l'avez sur la figure, si bien présentée. L'onde qui résulte est une séquence symétrique de creux et de cuvette. Ce sont des ondes sinusoïdales. La célérité. La célérité est le terme utilisé pour désigner la vitesse de propagation d'une onde mécanique progressive. Elle s'exprime à mètres par seconde. La célérité d'une onde le long d'une corde. Considérons une corde parfaitement flexible. En position d'équilibre, la tension de la corde F et la masse linéaire est mu. La masse linéaire n'est rien d'autre que la masse par unité de longueur. La célérité de l'onde alors est égale à la racine de F sur mu, F étant la tension de la corde, mu la masse par unité de longueur, et la tension de la corde s'exprime en newton et la masse linéaire en kg par mètre. Célérité d'une onde périodique transversale. L'onde se déplace avec une vitesse constante et avance d'une longueur d'onde lambda dans un intervalle de temps correspondant à la période t. La vitesse de l'onde est donnée par la relation V égale à lambda sur t, où V égale à lambda sur F, étant donné que 1 sur t est égal à F. T c'est la période, elle s'exprime en secondes, F en S, lambda la longueur d'onde en mètres, et V la célérité de l'onde en mètres par seconde. Dans le cas des ondes transversales à la surface de l'eau, la longueur d'onde est la distance séparant deux rides circulaires consécutives, comme vous l'avez sur la figure. En B, onde périodique longitudinale. Si nous supposons que le piston de la figure, de la première figure concernant les ondes longitudinales, si nous supposons donc que le piston fait un mouvement de va-et-vient de type harmonique parallèle à l'axe du piston, ce mouvement crée dans le fluide des zones de compression et des zones de raréfaction. Chaque particule du milieu va reproduire le même mouvement harmonique que le piston avec la même amplitude et la même fréquence. La longueur d'onde est la distance séparant deux zones de compression voisines ou deux zones de raréfaction voisines comme vous l'avez en figure ci-dessous. Très bien.
Célérité d'une onde périodique longitudinale. La célérité est le terme utilisé pour désigner la vitesse de propagation d'une onde mécanique progressive. En 3, parlons tout de suite de la description mathématique de l'onde. Prenons comme cas spécifique la propagation d'une onde le long d'une corde flexible et ignorons le fléchissement de la corde dû à la pesanteur. Fonction donc d'une onde sinusoïdale. Supposons que le déplacement de la source à x égale à 0 est régi par l'équation y de xt, x prenant la valeur 0 égale à a cosinus oméga t, ou encore a cosinus 2 pi ft étant donné que oméga est égal à 2 pi f. Un point M de la corde va reproduire le même mouvement que la source avec le retard tau mis par l'onde pour franchir la distance OM avec la célérité v. L'élongation du point M s'écrit donc y de x égale à a cosinus oméga t moins tau. Tau étant ainsi le retard mis par l'onde pour quitter de la source au point M considéré. En remplaçant tau par sa valeur x sur v, x étant la distance parcourue et v la célérité de l'onde, alors nous avons dans l'équation de l'onde y de x est égal à cosinus 2 pi f facteur de x sur v moins t. Sachant que t, la période égale à 1 sur f, et lambda, la période spatiale égale à v sur f, il vient donc que l'équation finale pour l'équation d'un point M égale à y, vaut y est égal à cosinus 2 pi facteur de x sur lambda moins t sur grand t étant la période, état vibratoire de 2 points. Soit 2 points M et N appartenant à la corde et l'élongation respective, ym de x est égal à cosinus de pi, facteur de t sur grand t période, moins xm sur lambda. N'oublions pas que 2 pi facteur de t sur grand t moins xm sur lambda peut être considéré comme la phase phi m. Et y de n est égal à cosinus 2 pi phi n, avec phi n qui vaut cosinus 2 pi facteur de t sur t moins xn sur lambda, avec phi n qui vaut 2 pi facteur de t sur t sur grand t étant ici la période, moins xn sur lambda. Les points vibrants en phase, c'est seulement si la différence de phase égale à 2 kpi. C'est là que cela se traduit en position par le fait que xn moins xm égale à k lambda. Xn moins xm ici est la différence de marge. Les points vibrants en opposition de phase, c'est seulement si delta phi égale à 2k plus 1 pi. C'est-à-dire que xn moins xm égale à k plus 1 demi lambda. Très bien. K ici appartient à z. En 4, parlons d'interférence mécanique. L'interférence est un phénomène qui résulte de la superposition de deux ondes de même nature et de même fréquence. Les sources émettrices de ces ondes doivent être cohérentes et synchrones. Deux sources d'ondes sont synchrones si elles sont en phase. Deux sources d'ondes sont cohérentes si elles présentent une différence de phase constante l'une par rapport à l'autre. Le dispositif expérimental des interférences est celui que vous avez en face de vous. Une fourche munie de deux pointes est fixée à l'extrémité d'un vibreur. Les pointes O1 et O2 ont ainsi même fréquence et constituent deux sources cohérentes. Elles font naître à la surface de l'eau des ondes circulaires. Qu'est-ce que nous observons donc? À la surface libre du liquide, on observe des rides fixes, bien nettes, entre O1 et O2. Elles ont la forme d'arcs d'hyperbole dont les foyers sont O1 et O2. On les appelle des lignes ou francs d'interférence. Elles disparaissent si l'une des pointes vibre sans toucher l'eau. Interprétation. Si les sources présentes pénètrent à la même profondeur dans l'eau, elles constituent des sources synchrones de même amplitude. Avec un choix convenable de l'origine de temps, leurs équations horaires peuvent s'écrire y égale à a cosinus oméga t. L'onde venant de O1 impose au point M une élongation y égale à a cosinus 2 pi facteur de t sur grand t la période temporelle moins d1 sur lambda période spatiale. L'onde venant de O2 impose au point M aussi une élongation y égale à a cosinus 2 pi facteur de t sur t grand t la période temporelle moins d2 sur lambda. En faisant donc une somme pour avoir la superposition, l'équation finale de l'onde au point M, nous allons utiliser l'approximation de la c'est-à-dire une approximation simple, c'est-à-dire que nous allons supposer que nous avons affaire au petit mouvement. Avec un développement mathématique adéquat, nous trouvons donc que l'onde résultant au point M n'a pour expression 2a cosinus pi sur lambda d2 moins d1 fois cosinus 2 pi t moins, non, 2 pi t sur la période moins pi sur lambda facteur de d2 plus d1. N'oubliez pas, 2a cosinus pi sur lambda d2 moins d1 n'est rien d'autre que l'amplitude de l'onde résultante. Interférence constructive. On dira donc que l'interférence est constructive si seulement c'est la différence de marge d2 moins d1 égale à k lambda, k appartenant à z. Interférence destructive. On dira donc que l'interférence est destructive si seulement c'est la différence de marge égale à k plus 1 demi, le tout fois lambda, k appartenant aussi à z. Quelques remarques importantes. La différence delta égale à d2 moins d1 est appelée différence de marge. Le rapport P
égale à D2 moins D1 sur lambda est appelé ordre d'interférence des ondes au point M. Le choix des valeurs de K est limité, car la valeur absolue de D2 moins D1 doit toujours être inférieure à la distance entre les deux sources, c'est-à-dire S1, S2. Onde stationnaire. Le phénomène d'onde stationnaire résulte de l'interférence de deux ondes sinusoïdales progressives de même période et de même amplitude se déplaçant en sens contraire. Le dispositif expérimental est le suivant. Un vibreur anime l'extrémité A d'une corde tendue d'un mouvement vibratoire sinusoïdal. À l'extrémité B, au contact de la poulie, prend naissance une onde réfléchie de même fréquence qui se propage en sens inverse comme vous l'avez en figure ci-dessous. Vous voyez donc que sur cette figure, nous avons donc des ventres et des nœuds des vibrations. L'aspect stroboscopique de la corde est donné au bas de la figure présentant des ventres et des nœuds de vibration. Observation. Pour un réglage convenable, la corde vibre en plusieurs fuseaux d'égale longueur. Les extrémités des fuseaux sont appelées nœuds, les milieux des fuseaux sont appelés ventres de vibration comme je l'ai dit tantôt. L'extrémité fixée au vibreur peut être assimilée à un nœud. L'extrémité fixe est un nœud. Une interprétation. Un nœud correspond à une amplitude de vibration nulle, soit xk égale à k lambda sur 2, comme vous l'avez sur la figure. Vous allez voir que pour une demi-longueur d'onde, alors nous avons tout le temps des nœuds de vibration. La distance séparant deux nœuds consécutifs vaut lambda sur 2. 1 watt correspond à une amplitude de vibration maximale, soit xk égale à k plus 1 demi, le tout fois lambda sur 2. La distance séparant deux ventes consécutives vaut aussi lambda sur 2. Au chapitre 2 du thème 2, parlons du thème numéro 3, autant pour moi, parlons de la lumière. La lumière en 1, modèle ondulatoire de la lumière. En A, interférence lumineuse, expérience des fentes de Young. Le dispositif expérimental. Une source monochromatique intense éclaire un écran percé d'une fente F. Cette fente donne naissance à un faisceau divergent qui éclaire un second écran percé de deux fentes très fines et parallèles, F1 et F2, distantes de quelques millimètres. Un écran E placé parallèlement au plan des fentes recueille la lumière issue de F1 et F2. Qu'est-ce que nous observons? Sur l'écran, on observe une série de raies parallèles de même largeur, alternativement brillantes et sombres. Ce sont des franges d'interférence. Elles sont observables quelle que soit la position de l'écran. E, avancé ou reculé, frontal ou incliné, à condition qu'il traverse la partie commune au faisceau issu de F1 et F2. Comme interprétation, nous pouvons dire que la lumière plus la lumière nous donne l'obscurité. La lumière issue de F éclaire deux fentes fines, F1 et F2. Celles-ci se comportent comme deux nouvelles sources cohérentes de lumière. Dans la région où les deux faisceaux divergents se superposent, les ondes lumineuses interfèrent. Il y a lumière en M si l'interférence I est constructive. Il y a obscurité en M si l'interférence I est destructive. Passons dans l'étude théorique. Calcul de la différence de marge. Avec l'état vibratoire en un point M dépend de la différence de marge de ce point aux deux sources F1 et F2, comme le cas par exemple des ondes mécaniques que nous devons voir. Si delta est la différence de marge, delta vaut D2 moins D1 qui vaut F2M moins F1M suivant la figure que vous avez eue à observer. Très bien. La figure la voici. Très bien. Donc delta vaut D2 moins D1 qui vaut encore F1M moins F2M. Très bien. D, grand D, si vous observez très bien la figure, grand D ici est la distance séparant le plan des fentes du plan de l'écran. Petit a, que vous observez aussi, est la distance séparant les deux fentes. Et X est l'abscisse du point M de l'écran repéré par rapport à la médiatrice IJ de F1, F2. Comme vous l'avez sur la figure, que je vous laisse le soin d'observer. Très bien, nous continuons. En tenant compte de certaines approximations, le calcul de la différence de marge étant fastidieux, nous donnons simplement le résultat. D2 moins D1, nous trouvons D2 moins D1 égale à AX divisé par grand D. La position des maxima et des minima. Les franges brillantes. Il y a luminosité maximale en un point M si l'interférence est constructive. C'est-à-dire, si la différence de marge vaut N lambda. Cela se traduit par le fait que AX sur grand D égale à N lambda. Xn ici égale à N lambda sur D sur A. N appartenant à Z. Frange obscure. Il y a obscurité en M si l'interférence est destructive. C'est-à-dire, la différence de marge égale à N plus 1 demi, le tout fois lambda. En remplaçant delta par sa valeur précédemment trouvée, c'est-à-dire AX sur grand D, nous avons donc, en fin de compte, la valeur de X qui nous donnera la position d'une frange obscure, c'est-à-dire X égale à N plus 1 demi, le tout, N plus 1 demi en facteur fois lambda sur D, le tout divisé par A, N appartenant ici à Z. Interférence et longueur d'onde de la lumière. L'interfranche et longueur d'onde de la lumière, autant pour moi. L'interfranche I est la distance constante qui sépare deux franges consécutives de même nature. Nous trouvons I égale à lambda D divisé par A. Lambda s'exprime en mètres.
D et A en mètres également, et I en mètres. La mesure de l'interfrange permet de déterminer la longueur d'onde de la lumière utilisée. N'oubliez pas, au cours de l'exercice, en mesurant par exemple l'interfrange, nous pouvons trouver tout de suite la longueur d'onde de la lumière utilisée pour avoir ces franges d'interférence. Il est facile de repérer la frange centrale en opérant en lumière blanche. Si ensuite on dispose d'un filtre devant la source, de façon à ne conserver qu'une seule radiation monochromatique, on observera un système de franges bien net et on appelle ordre d'interférence P, en un point P le quotient P, comme nous l'avons défini pour les ondes mécaniques, delta sur lambda. Or, en remplaçant delta par sa valeur AX sur grand D, nous avons donc P égale à X divisé par I. La valeur de P nous renseigne donc sur le numéro de la frange considérée à partir de la frange pour laquelle P est égal à 0. En 2, parlons du modèle corpusculaire de la lumière. En A, effet photoélectrique, découverte effets expérimentaux. L'effet photoélectrique a été découvert par Hertz en 1887. La façon la plus simple de le mettre en évidence est d'éclairer le plateau métallique, soit en zinc, soit en cuivre, soit en césium, d'un électroscope initialement chargé par de la lumière ultraviolette provenant par exemple d'un arc électrique. Si l'électroscope portait au départ une charge positive, les deux lampes s'écartent un peu plus. Si au contraire il portait une charge négative, les deux feuilles retombent à la verticale, montrant que l'électroscope se décharge. Qu'est-ce que nous pouvons donner en définition? Nous dirons seulement que l'effet photoélectrique désigne le phénomène d'émission d'électrons par un métal soumis à un rayonnement électromagnétique adéquat. Passons maintenant à l'étude expérimentale de l'effet photoélectrique. La figure est celle que vous avez. Il faut très bien l'observer. À gauche, vous avez par exemple un électroscope éclairé en lumière ultraviolet. Et à droite, vous avez une autre figure, c'est-à-dire un circuit nourrissant une photocathode éclairé par la lumière, un microampèremètre et aussi un potentiomètre pour faire varier la différence de potentiel. En tout cas, pour l'inverser dans certains cas. Le circuit comprend en outre un potentiomètre permettant de faire varier la tension au bord de la cellule. En particulier, en mettant ce dernier en position haute sur la figure, la photocathode est à un potentiel inférieur de l'autre électrode qui joue le rôle d'une anode. V. Au contraire, si le potentiomètre est en position basse, la photocathode est à un potentiel supérieur à celui de l'autre électrode, de sorte que V est maintenant négatif. Dans tous les cas, le courant I est positif, dirigé dans le sens de la flèche. Très bien. Quelles sont les observations? Avec un tel dispositif, les observations suivantes peuvent être faites. Pour un métal donné, il existe une fréquence seuil nu S. S pour seuil. Si la lumière a une fréquence nu inférieure à nu S, l'effet ne se produit pas. Si par contre la fréquence est supérieure à nu S, l'effet se produit. Dans les conditions usuelles, il est instantané. Il n'y a pas de délai mesurable entre le moment où l'illumination commence, c'est-à-dire à nu supérieur à 0, et à celui où le microampère commence à dévier. Autre remarque, la caractéristique courant tension I en fonction de V démarre linéairement pour une tension V0 négative. L'intensité sature une valeur ISAT pour les grandes valeurs de la DDP appliquée. La valeur du courant de saturation est proportionnelle à l'intensité lumineuse, ce qui permet d'ailleurs d'utiliser une telle cellule comme appareil de mesure de l'intensité lumineuse. En revanche, la quantitation V0 ne dépend pas de cette dernière. Interprétation d'Einstein en 1905 pour expliquer l'effet photoélectrique. Selon Einstein, l'énergie apportée par la lumière monochromatique au métal est constituée de petits atomes de lumière indivisibles d'énergie. La relation qu'il a utilisée a été formulée pour la première fois par Planck. Alors, elle est actualisée par Einstein. C'est la relation de Planck-Einstein, utilisée autant pour moi par Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique. N'oubliez pas pour la petite histoire que Planck est celui qui a apporté le quantum en physique. Très bien. E égale à H nu. E s'exprime en joule nu en hertz et H en joule seconde. H n'étant rien d'autre que la constante de Planck, équivaut 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. La conservation de l'énergie, d'après Einstein avant et après, s'écrit H nu plus moins WS égale 1 demi de mv carré. Cette équation constitue l'équation d'Einstein pour l'effet photoélectrique. Dans ces écritures, c'est l'énergie cinétique initiale de l'électron qui apparaît, celle qu'il a juste au sortir du métal et sans préjuger ce qui lui arrive par la suite. L'existence du seuil nu S. Explication pour l'existence du seuil nu S, autant pour moi. En effet, l'énergie cinétique étant essentiellement positive, qu'est-ce que nous avons? H nu égale à WS plus 1 demi de mv carré qui est supérieur à WS. WS étant ainsi l'énergie seuil de votre métal. L'émission ne peut se produire que si la fréquence nu est supérieure à nu S. À nu S définie comme WS divisé par H. L'équation d'Einstein peut maintenant s'écrire en remplaçant nu S par WS par H comme 1 demi de mv carré égale à H facteur de nu moins nu S avec nu supérieur à nu S.
L'existence de la courbe de tension V0. Très bien. En effet, expliquons maintenant l'existence de la courbe de tension V0. En effet, les électrons émis sont soumis à la charge d'espace qui les freine. Toutefois, une partie d'entre eux parvient jusqu'à l'anode, qui, lorsque V est négatif, est en réalité une cathode, pourvu que la courbe de tension soit en module inférieur à l'énergie cinétique initiale. C'est l'énergie initiale qui permet à une partie des électrons de parvenir à l'électrode collectrice malgré la tension négative. La courbe de tension maximale V0, au-delà de laquelle l'intensité commence à être non nulle, est donc celle pour laquelle toute l'énergie cinétique initiale du photoélectron est dépensée pour remonter la différence de potentiel antagoniste. On aura donc E fois V0 égale à 1 demi de mV carré. Et en utilisant cette relation et celle donnant, par exemple, l'énergie en fonction de H et nu moins nu S, nous trouvons que V0 est égal à HE, valeur absolue de E, facteur de nu moins nu S. Très bien. Voilà, chers apprenants, un cours de façon un peu plus exhaustive des chapitres 1 et 2 concernant le thème numéro 3. Pour le dernier chapitre, rendez-vous à la prochaine vidéo. Et à travers cette dernière vidéo, nous allons résoudre aussi des exercices provenant des baccalauréats. Merci et restons scotchés.